Bonjour et bienvenue à notre premier balado de l'année, Vos impôts à votre façon de Impôt Expert. Mon nom c'est Ida Chuli et je suis présentement avec notre expert fiscaliste Jerry Vitoratos. Bonjour, comment allez-vous? Pas mal, pas mal. Comment ça va, Ida? Ça va très bien. En forme? Oui, pas le choix, hein? C'est la saison d'impôts, là. Ça commence, là. Ça commence. Donc on n'a pas le choix, là. Il faut être en forme. Il faut démarrer notre saison sur le bon pied. Parfait. Alors, notre sujet aujourd'hui va être comment se préparer pour la saison fiscale. Alors, c'est quoi l'importance de s'organiser et d'être sûr d'avoir tous nos documents euh, prêts pour faire notre déclaration. Alors, Jerry, t'aimerais-tu bien commencer puis nous donner des trucs? Oui, absolument. Donc en premier lieu, évidemment, il faut bien s'organiser. Et qu'est-ce qu'on veut dire par s'organiser? C'est vraiment avoir comme un système pour les papiers ou, comme on dit en bon québécois, la paperasse là, qu'on va accumuler sur les déclarations de revenus. Donc, et tu sais, avant vraiment de voir comment trier nos documents, il faut prendre des bonnes habitudes, OK, en termes de l'archivage de vos documents. Donc, durant l'année, OK, vous devrez toujours avoir une filière pour entrer tous les documents que vous pensez sont pertinents pour votre déclaration de revenus. Donc, si vous avez un doute, si vous pensez que le document est pertinent pour votre déclaration de revenus, ben, mettez-le dans la pile. Puis après ça, mettez-le dans cette filière-là. Puis après ça, vous allez vous organiser plus tard. OK? Vous allez trier ces documents-là plus tard quand vous allez produire vos déclarations de revenus. Donc, votre filière 2020 devrait encore être active. OK? Donc, vous devrez avoir déjà commencé votre filière 2021, mais vous devez avoir votre filière 2020 parce qu'évidemment, on n'a pas reçu les feuillets encore. Aujourd'hui, à l'enregistrement, là, on est en janvier. Donc, les documents ou les feuillets officiels du gouvernement vont sortir seulement, on dirait, vers les 2 premières semaines de mars. OK? Parce que la date butoir, c'est la fin février pour envoyer ces documents-là au gouvernement par les émetteurs. Donc, mais les reçus que vous avez, les reçus qui sont déductibles, par exemple les reçus de frais médicaux ou de dons, ça, vous les recevez au fur et à mesure durant l'année. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette filière-là dès le début de l'année. Comme ça, vous pouvez les rentrer, les archiver immédiatement et vous ne perdez pas des crédits dont vous êtes admissible. Donc, assumons maintenant que vous avez tous vos documents, OK, que vous avez cette filière-là, tout est prêt. Donc là, vous allez commencer des piles. OK, vous allez vraiment commencer des piles. Donc, vous allez avoir 3 piles généraux et ça se peut que vous allez avoir une quatrième, dépendamment du type de revenu que vous avez gagné. Donc, la première pile que vous allez trier, ça va être les feuillets de revenus. Donc, tous les revenus que vous avez gagnés durant l'année, vous devez avoir une pile dédiée à ces revenus, à ces feuillets-là, à ces documents-là. Donc, évidemment, on parle de T4, on parle de feuillet T4 relevé 1, on parle de feuillet T5 relevé 3. Si vous avez des revenus de pension, bien, on parle de T4A relevé 2, etc., ou T4A OAS, etc., etc., etc. Donc, vous allez vous trier et vraiment accumuler cette pile-là avec tous vos revenus. Bon, si vous avez gagné un revenu de location ou un revenu d'entreprise, bien là, vous allez avoir une autre pile seulement pour ces documents-là. OK? Donc, évidemment, les revenus, vous les savez déjà, là. Vous avez et après ça, vous allez accumuler les reçus pour réduire votre revenu de location ou votre revenu d'entreprise. Donc, on commence avec cette pile-là. OK? Donc, on commence avec cette pile-là. La deuxième pile que vous allez avoir, c'est les déductions. OK? Donc, ce sont les montants qui sont déductibles de votre revenu net. OK? Là, on parle REER. Ça, c'est le cas le plus typique. Et Oui. on parle aussi, par exemple, de frais de garde. OK? Ou par exemple de frais de déménagement. Donc, si vous avez déménagé pour être plus proche de votre travail, bon, c'est peut-être pas l'exemple pertinent présentement là, avec la pandémie qui rage présentement, mais sachez que quand tout va revenir à la normale, on espère que ça va être rapide, si vous déménagez pour être plus proche de votre employeur, ben là, ça pourrait être admissible aussi. Donc,
tous ces dépenses-là qui sont déductibles, et je stresse le mot déductible, mais vous allez avoir une pile seulement dédiée pour ces dépenses-là. Après ça, on commence une troisième pile. Et la troisième pile, c'est pour les reçus qui sont admissibles à des crédits. Et là, on parle de crédits non remboursables habituellement. OK? Donc là, on parle, par exemple, dons de bienfaisance. OK? Donc, des reçus de dons de bienfaisance, les reçus de frais médicaux. OK? Si vous êtes à l'université ou au cégep, ben, on parle aussi des frais de scolarité, OK, etc., etc. Donc, pourquoi j'ai deux piles à part, une pour les déductions et une pour les crédits? On parle évidemment, dans ce cas-là, de dépenses que vous avez encourues. Ben, c'est parce qu'on suit l'ordre de la déclaration de revenus. Donc, quand on produit, si on avait une déclaration de revenus devant nous, quand on produit la déclaration de revenus, on commence avec le revenu, on continue avec les dépenses déductibles, donc les déductions de la déclaration de revenus, et on aboutit au crédit. OK, au crédit non remboursable et au crédit remboursable. C'est pour cela qu'on vous recommande d'avoir ces trois piles-là. Très bien. Maintenant, quelle autre information est nécessaire pour la déclaration fiscale? C'est important de noter s'il y a un changement dans notre vie personnelle, comme si on se marie, on se divorce, on a un enfant. Est-ce que cela doit être pris en considération quand on fait notre déclaration? Oui, absolument. Un changement d'État, c'est le terme que le gouvernement va utiliser, là, les deux paliers du gouvernement vont utiliser. Ça a une importance cruciale sur votre déclaration de revenus parce que ça va affecter l'admissibilité de certains crédits. OK? Donc, il y en a deux particuliers, et non seulement les crédits, mais aussi les avantages que vous allez recevoir, les bénéfices que vous allez recevoir aussi. Donc, il y en a deux crédits non remboursables particulièrement qui sont affectés directement avec un changement d'état que vous avez. Donc, c'est très important en premier lieu de déterminer si vous avez bel et bien eu un changement d'état. OK? Donc, ça, c'est la première étape. OK? Donc, on veut dire, est-ce que vous êtes marié durant l'année? OK? Est-ce que vous êtes devenu conjoint de fait durant l'année? Donc, conjoint de fait, c'est que vous êtes avec votre conjoint dans une relation conjugale pour 12 mois consécutifs. Du moment que vous avez franchi le 12e mois, bien, vous êtes maintenant d'après la loi fiscale, des conjoints de fait. Et dans la loi fiscale, vous êtes au même niveau qu'un couple marié. Vous avez les mêmes droits et les mêmes règles qui sont pertinents sur votre déclaration de revenus. Donc, il y a une distinction entre le Code civil et la loi de l'impôt. Okay? Il y a une distinction très claire. Dans le Code civil, il n'y a pas nécessairement un conjoint si vous êtes conjoint de fait. Alors que dans la loi fiscale, dans la loi de l'impôt, vous avez maintenant un conjoint après que vous avez franchi le 12e mois. Bon. Donc, comment ces crédits-là sont affectés? Prenons en premier lieu le montant pour époux conjoint de fait. Donc, l'année de mariage ou l'année de conjoint de fait, bien là, vous devenez maintenant admissible à réclamer votre conjoint comme une personne à charge si leurs revenus sont bas. Et le revenu, en d'autres mots, doit être moins que 13 000 et des poussières. Du moment que vous êtes en dessous de ce montant-là, que vous êtes en dessous, bien là, vous réclamez maintenant le montant pour époux et conjoint de fait. OK? Vous devenez admissible dans cette année-là. Mais ironiquement, dans l'année de séparation, vous pouvez quand même réclamer ce montant-là. OK? Vous avez quand même le droit de prendre le montant pour époux conjoint de fait pour votre ex-conjoint. OK? Parce que la loi nous dit qu'à un moment de l'année, vous étiez avec un conjoint. C'est le seul prérequis pour réclamer ce crédit-là. Donc, c'est ironique, là, on se sépare, mais on peut quand même réclamer ce montant-là une dernière fois, OK, pour l'ex-conjoint. Mais le revenu qu'on va réduire le crédit, le revenu qu'on va baser le crédit dessus, ça va être le revenu jusqu'à la date de séparation. OK? Donc, il faut faire un proratage dans ce cas-là. OK? Donc, ça, c'est le montant pour époux conjoint de fait. On arrive maintenant pour personne à charge. Bon, pour personne à charge, où ça change, c'est dans les deux cas, l'année du mariage ou l'année de séparation. OK? Donc, prenons l'année de mariage. Si, par exemple, moi, j'avais un enfant avec un ex-conjoint, je me marie ou je deviens conjoint de fait avec une autre personne, bien, l'année où mon changement d'état arrive, je peux quand même réclamer le montant pour personne à charge pour mon enfant de moins de 18 ans. Parce qu'encore une fois, la loi nous dit
le prérequis, c'est à un moment de l'année, je n'avais pas de conjoint, d'après la loi fiscale. OK? Donc, je rejoins ce critère-là l'année où je me marie ou l'année où je deviens conjoint de fait. OK? Mais seulement cette année-là. Après ça, je perds l'admissibilité pour les années futures. OK? Bon. L'année de séparation, encore une fois, je deviens maintenant admissible à ce crédit-là. Donc, je suis en couple, on a un enfant, on se sépare durant l'année officiellement. Dans ce cas-là, l'année de séparation, je deviens nouvellement admissible à ce crédit-là, au crédit pour personne à charge. Okay? Parce qu'encore une fois, je rejoins le critère. À un moment de l'année, je n'avais pas de conjoint. Bon, maintenant les avantages. OK? Donc, on reçoit des avantages exemptés d'impôts du gouvernement. Par exemple, le crédit de TPS ou la solidarité. Et exemple, on parle des prestations fiscales pour enfants, là, ou le prestations canadiennes pour enfants du fédéral, et prestations familiaux du côté provincial. Donc, habituellement, ces montants-là sont basés sur le revenu familial. Donc, c'est le revenu du couple qu'on va déterminer ces avantages-là. OK? Bon, l'année de séparation, bien là, je n'inclus plus maintenant le revenu de mon conjoint pour déterminer ces avantages-là. Donc, vous voyez encore une fois un effet profond, OK, sur ces avantages. OK? L'année de mariage ou de conjoint de fait, bien là, je dois maintenant inclure le revenu de mon nouveau conjoint. OK, pour ces avantages. Donc, les changements, donc ce type de changement-là est très important. OK, ça a un gros effet sur la déclaration, sur la situation fiscale. Il y a beaucoup de choses à penser. Ouais. Maintenant, tu parlais d'un déménagement pour se rapprocher au bureau. Cela doit être fait pendant l'année? Oui, si on voulait, par exemple, prendre les frais de déménagement là, que je parlais auparavant, oui, il faut que ça soit durant l'année. Donc, c'est l'année que j'effectue ce déménagement-là que je peux réclamer ces frais-là, ces frais de déménagement généraux. Oui, absolument. Et la règle est, pour les réclamer? OK, pour les réclamer, c'est que je dois me déménager au moins 40 km plus proche, OK, de mon employeur, OK? Et évidemment, je dois avoir aussi un revenu d'emploi, OK, parce que la raison, c'est que je déménage pour mon emploi. Je pourrais le faire aussi pour l'éducation. Par exemple, je me déménage plus proche pour l'université, mais ça, c'est des cas plutôt rares, puis habituellement, on va les reporter parce qu'il n'y a pas de revenu, OK, dans ces cas-là. Mais la règle générale, c'est que je me rapproche 40 km et j'ai des frais admissibles. OK. Maintenant, quel autre facteur faut considérer quand on fait nos déclarations? Bon, autre facteur qu'on doit considérer, c'est que vous avez d'autres obligations. OK? Vous avez d'autres obligations dans votre déclaration de revenus. Par exemple, si vous avez des biens étrangers, OK? Des actifs étrangers d'un coût qui dépasse le seuil de 100 000 canadiens durant l'année, bien là, vous êtes dans l'obligation de les déclarer. OK? Donc, on parle, par exemple, des comptes bancaires. On parle, par exemple, l'immobilier. OK? Vous avez une maison à l'extérieur du Canada. Vous avez aussi des comptes courtiers, par exemple, à l'extérieur du Canada. Par exemple, des actions que vous avez achetées ou des actions étrangères qui ne sont pas dans des fonds enregistrés. OK? Donc, on parle vraiment d'actions de sociétés étrangères dont vous n'avez pas dans le CELI ni dans un REER. Exemple. Donc, si le cumulatif de ces actifs-là, le coût, et là je stresse le mot coût et non pas la juste valeur marchande, mais le coût dépasse le seuil de 100 000 canadiens, bien là, vous êtes dans l'obligation de le déclarer. Et là, vous le déclarez par l'entremise d'un formulaire en particulier, c'est le T1135. OK? Et ça Impôt Expert, on l'a, là, vous pouvez le produire à l'intérieur d'Impôt Expert. Et il faut l'envoyer au gouvernement à la même date butoir que la déclaration de revenus. OK? Bon, sachez qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode simplifiée. Donc, si la valeur est entre 100 000 et 250 000, bien, vous cochez seulement une case pour dire le type de bien que vous avez. Vous n'avez pas besoin de le lister là, ou de donner le détail. Mais si vous dépassez le seuil de 250 000, là, vous tombez maintenant dans l'obligation de mettre une liste détaillée des biens que vous avez et le formulaire vous donne
vous donne les cases pour le faire. OK? Donc, sachez que vous êtes dans l'obligation de le déclarer. OK? Ce n'est pas imposable. Là. Par exemple, un compte bancaire, là, vous n'avez pas payé de l'impôt pour le fait que vous avez un compte bancaire à l'étranger. C'est le fait qu'il faut le déclarer. Il faut le dire au gouvernement. Si vous ne le déclarez pas, bien là, vous êtes assujetti à des pénalités. Et les pénalités sont sévères. OK? On parle de 25 par mois que vous êtes en retard de déclaration et jusqu'à 2500 de pénalité à la fin, donc 2500 de pénalité à la fin de l'année. OK, donc c'est quand même assez profond là. OK, puis je pense même que c'est 250, excusez-moi, c'est pas de 25 là, je pense que c'est 250 par mois. Donc jusqu'à 2500 à la fin de l'année. Donc, c'est assez sévère, ces pénalités-là. Donc, faites attention, là, déclarez-le. Ça ne vous coûte rien de faire cette déclaration-là, mais ça va vous coûter cher si vous ne le déclarez pas. D'accord. Et pour les travailleurs indépendants, les acomptes provisionnels? Oui, ça c'est important, OK? Parce que les acomptes provisionnels, le concept d'acompte provisionnel, c'est le fait qu'un travailleur autonome ne verse pas ses impôts à la source. OK? Oui, ils vont verser peut-être la TPS TVQ, ça c'est quelque chose de différent, là, complètement différent, mais un travailleur autonome, habituellement, il va gagner sur son revenu et va seulement payer son impôt quand il ou elle va produire sa déclaration de revenus. Alors qu'un employé, lui ou elle, va verser ses impôts à la source à chaque 2 semaines. Là. Puis ça, vous le constatez, si vous êtes employé, là, vous voyez qu'il y a une retenue à la source et vous payez votre impôt à la source. Donc ça, c'est, entre guillemets, votre acompte. Mais un travailleur autonome, là, lui ou elle ne verse pas cet impôt-là immédiatement. Lui ou elle va le faire à la fin quand ils vont produire leur déclaration de revenus. Donc, les acomptes, c'est un système du gouvernement dont vous pouvez verser au préalable de façon trimestrielle un impôt estimatif. OK, pour l'année. Comme ça, quand vous arrivez à la production de votre déclaration de revenus, bien, vous avez déjà prépayé votre impôt comme un employé. Et là, vous n'auriez pas un gros montant dû à payer quand vous allez produire votre déclaration de revenus. Très intéressant. Maintenant, juste pour récapituler et parce qu'on achève le balado, l'importance de soumettre notre déclaration de revenus. Il y a du monde qui dit ben, j'ai pas de revenus, j'ai pas besoin de faire ma déclaration. Mais quelle serait la raison pourquoi on devrait la faire? Bon, il y en a plusieurs. OK? La première raison, c'est le fait de recevoir les avantages. Par exemple, ceux que j'avais mentionnés déjà dans le balado. On parle de prestations fiscales pour enfants, prestations canadiennes pour enfants. Excusez-moi, je me souviens toujours de l'ancien programme et les allocations familiaux du côté provincial. La seule façon de recevoir ces avantages-là, c'est de produire une déclaration de revenus. Parce que ces avantages-là sont basés sur votre revenu gagné durant l'année. Donc, le gouvernement n'a pas de manière de savoir quel avantage ils vont vous verser si vous ne déclarez pas vos revenus. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus, même si vous n'êtes pas imposable, vous avez de l'argent gratuit que le gouvernement vous doit. Donc, pourquoi vous allez vous manquer de recevoir ces montants-là? OK, ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, sachez quand, par exemple, vous faites un prêt bancaire, okay? Quand vous demandez un prêt bancaire ou quand vous demandez un prêt hypothécaire ou un prêt d'automobile, etc., etc., pour avoir ces prêts-là, habituellement, la banque va vous demander des preuves de revenus. Et la preuve concrète, c'est l'avis de cotisation. Et l'avis de cotisation, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat de votre déclaration de revenus que le gouvernement va vous envoyer. Donc, le gouvernement reconnaît les revenus que vous avez déclarés dans votre déclaration de revenus. OK? Donc, pour avoir ce document-là, ça vous prend la production de déclaration de revenus. Et comme je suis maintenant sur l'avis de cotisation, bien, sachez que c'est très important quand vous vous organisez pour produire votre déclaration de revenus, de l'avoir en main. Okay, quand vous allez produire votre déclaration de revenus. C'est très important. Pourquoi? Pourquoi l'avoir en main? C'est parce que l'avis de cotisation vous donne un aperçu de votre déclaration de revenus de l'année précédente et en plus vous donne des montants que vous pouvez
réclamer sur votre déclaration de revenus de l'année en cours. Donc là, on parle du concept des reports de crédit ou de déduction. Sachez que vous pouvez mettre en banque, entre guillemets, certains crédits et certaines déductions que vous n'étiez pas capable d'utiliser les années précédentes. Un exemple concret, c'est les frais de scolarité. Donc, vos frais de scolarité, quand vous êtes étudiant, bien, c'est sûr que vous ne gagnez pas beaucoup de revenus. Donc, il y a des fortes chances que vous ne les avez pas utilisés quand vous les avez déclarés. Donc, vous les mettez en banque et vous les reportez aux années suivantes. Donc, quand vous embarquez dans votre carrière, bien, maintenant, vous pouvez utiliser ces crédits-là. Mais la seule façon de savoir si vous en avez ces crédits en banque, c'est d'avoir l'avis de cotisation devant vous. Donc, c'est très important de l'avoir. Vous pouvez le chercher dans le portail Mon compte de Revenu Canada et Revenu Québec. Donc, c'est très important d'avoir ce document-là. Il est très précieux. Ah, très, très intéressant. Et dernière question. Comment fait-on savoir qu'on a tous les papiers nécessaires? Un exemple, des fois, quelqu'un dit « Ah, mon employeur n'a pas envoyé mon T4 » ou la personne a oublié qu'il a changé d'emploi pendant l'année ou qu'il a il a encaissé un certificat d'investissement. Comment peut-on réaliser si on a oublié quelque chose ou non? Bon, la meilleure façon, c'est d'avoir une copie de votre déclaration de revenus de l'année précédente à côté de vous. Ça, c'est très important de l'avoir parce que habituellement, nos situations fiscales ne changent pas nécessairement beaucoup d'une année à l'autre. Donc, c'est très important d'avoir ce document-là à côté de vous, encore une fois, quand vous produisez vos déclarations de revenus, avec l'avis de cotisation aussi. C'est très important. Comme ça, vous pouvez voir si vous manquez un renseignement que vous avez eu l'année précédente. Donc, c'est très important de l'avoir à côté, de les avoir là, quand vous produisez. Comme ça, vous allez le savoir. L'autre façon, bien, tout simplement, c'est l'outil que Impôt Expert offre, qui est le téléchargement des feuillets que le gouvernement appelle pré-remplir la déclaration de revenus. Sachez que quand vous allez vous créer, et on vous le recommande fortement ici chez Impôt Expert, de vous créer un compte, mon compte avec Revenu Canada et Revenu Québec. En ayant ces comptes-là, ben, ça ouvre la porte du système pré-remplir la déclaration de revenus de Revenu Canada et Revenu Québec. Et c'est quoi pré-remplir? C'est le fait que vous pouvez télécharger directement les feuillets que Revenu Canada et Revenu Québec ont dans leur banque de données directement dans Impôt Expert. Et Impôt Expert va importer les données dans les saisies appropriées. Comme ça, vous ne manquez rien dans votre déclaration de revenus, mais évidemment pour vos feuillets. C'est limité oui, c'est les feuillets d'information. Oui, pas pour alors, les qui veut dire le T4, le T5, les T3, ainsi de suite. C'est ça. Mais ça inclut aussi les acomptes provisionnels. Par exemple, les acomptes provisionnels que vous avez versés pour ceux qui sont travailleurs autonomes, qui n'ont pas de feuillet, eux, ils vont se dire, bon, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de feuillet. Ça fait rien. Vos acomptes sont inclus là-dedans. Votre montant admissible de REER est inclus là-dedans aussi. Donc, c'est très important d'utiliser ce système-là. Donc, vous allez vous créer un compte, mon compte, dans le portail Mon compte Revenu Canada, Revenu Québec, et là, vous êtes prêt maintenant à télécharger vos feuillets. Excellent. Ben, merci, Jerry. Est-ce que tu veux leur dire où on peut trouver tes blogs sur notre site? Oui, absolument. Donc, le thème qu'on a parlé aujourd'hui, on a écrit un article de blog sur notre site web, c'est impoexpert.ca. Donc, encore une fois, notre site web, c'est impoexpert.ca. Vous allez vous placer sur l'onglet Conseils et outils et vous allez constater une option qui s'appelle Blog d'Impôt Expert. Donc, placez-vous là-dessus. On a plusieurs articles très intéressants sur différents thèmes de la fiscalité, des impôts. Donc, n'hésitez pas à nous visiter sur notre site. Et le thème qu'on a parlé aujourd'hui, on comporte plus de détails sur l'article de blog, encore une fois, sur impoexpert.ca. Ben, ça conclut notre balado d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry, et à l'écoute la prochaine fois. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.